L'année 2018 a été marquée par deux grandes éruptions volcaniques, Fuego au Guatemala faisant 194 morts et 234 disparus, mais aussi l'Anak Krakatoa en Indonésie provoquant un tsunami emportant avec lui plus de 426 personnes. Alors pour en parler ce soir dans le MAG sur Sensation, nous recevons Jacques-Marie Bardin-Tsef. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes volcanologue et professeur à l'université de Paris-Sud-Orsay, mais aussi conférencier. L'un des derniers thèmes que vous avez abordé est celui des risques volcaniques, de la surveillance, de la prévision et de la prévention. Aujourd'hui, combien de personnes sont exposées à une éruption volcanique ? Oui, c'est vrai que le problème des risques et de leur prévention, c'est le challenge de la volcanologie moderne. C'est à la limite pourquoi on est là. Le but des volcanologues, c'est de prévenir les gens et, si possible, de les sauver. Et on se rend compte que ce risque volcanique, il est important. On dénombre environ 1550 volcans potentiellement actifs sur les continents, dont la moitié en Asie. Alors ces volcans, bien sûr, ils rentrent en éruption une fois par siècle, une fois par peut-être par millénaire, mais comme ils sont très nombreux, il y a toujours 50 éruptions par an. Et quand on parle n'importe quand, momentanément tout de suite, il y a toujours 4 à 5 volcans en éruption en même temps dans le monde. Et si on fait la somme de tout ça, on se rend compte qu'il y a 500 millions de personnes, donc un demi-milliard de personnes qui sont potentiellement exposées au risque volcanique. Comme vous l'avez dit, 1550 volcans dans le monde. La vraie question, c'est peut-on anticiper les éruptions volcaniques ? Alors voilà, c'est notre pari. Maintenant, oui. Les volcans sont compris, c'était notre travail de volcanologue, c'est que bien sûr un volcan c'est une montagne qui peut émerger sur le continent de plusieurs milliers de mètres, les plus hauts volcans font 7000 mètres de haut, parfois moins, mais le magma il vient d'en dessous, et on sait maintenant que le magma vient d'environ moins 100 km, c'est pas énorme, c'est Paris-Orléans en distance par rapport au rayon terrestre, mais quand même ces 100 km on n'en a pas accès directement, il n'y a pas de forage pour y aller, donc on reconstitue le chemin du magma à travers le manteau et la croûte terrestre, d'après justement les minéraux éjectés, d'après leur chimisme, donc on a des équilibres, on comprend comment ça marche. Et maintenant on sait comment marche la formation du magma de la profondeur à son émission en surface. Et quand un magma monte, à travers le manteau et la croûte terrestre, bien sûr il se passe des choses, alors notamment ce magma, il se fraye un passage dans les fractures. Ce faisant, donc, il ébranle, il secoue le volcan. Donc, sur ce volcan, il y a des micro-séismes. Donc, si on a des sismomètres tout autour du volcan, on enregistre ces micro-secousses. Alors, elles sont à peine perceptibles à l'homme, mais quand il y en a beaucoup, c'est inquiétant. Quand le magma monte, il fait gonfler le volcan parce qu'il s'injecte. Alors, c'est un gonflement, c'est pas une baudruche, c'est 1 millimètre de plus sur plusieurs kilomètres. Mais c'est mesurable par nos appareils très précis, qui sont des appareils par radar, par laser, etc. Donc, quand un volcan vibre et qu'il gonfle, c'est très mauvais signe. Si le magma monte, il est en train de monter, donc il peut sortir dans les 24, 48, 72 heures. Voilà comment ça se passe. Et peut-on prévoir une éruption volcanique avant encore, de plusieurs jours peut-être ? Non, là on peut prévoir une éruption volcanique, on va dire ça se passe dans les 1 à 2 semaines. Quand un volcan commence à secouer, on pense qu'il va y avoir une éruption dans les quelques jours à 1 ou 2 semaines. Parfois non, d'ailleurs le magma peut décider de s'arrêter, il en fait un peu qu'à sa tête, il peut s'arrêter à mi-course, auquel cas c'est pas un échec des volcanologues, c'est qu'on a quand même pris nos précautions. Mais 1 an avant on peut pas faire ça. Et d'ailleurs on se rend compte que cette notion de prévision, il y a aussi un facteur humain, on va dire économique, de façon de vivre aussi. Si on dit 1 an avant aux gens, attention, dans 1 an il y aura une éruption, le public ne sera pas très motivé. Il dira d'ici là j'ai des soucis, le paysan aura ses récoltes à faire, les vendanges, les gens qui travaillent auront dire j'ai à remplir des papiers ou des formulaires, enfin etc. Donc on oubliera d'ici là. Donc c'est vrai que je crois que dire aux gens c'est dans la semaine qui vient, c'est un temps intéressant à la fois pour les volcanologues, pour les responsables, on va dire, politiques, et pour les citoyens. Est-ce que tous les volcans sont observés ? Alors non, on va dire que sur les 1550 qu'on a cités précédemment, une centaine sont considérés comme potentiellement actifs et dangereux, pour 2 raisons. D'abord, on sait dans leur passé, on va dire dans leur passif, qu'ils ont fait des éruptions graves, dramatiques, des projections de cendres, de ce qu'on appelle des nuées ardentes, des nuages brûlants, tout ça. Et également, ils ont près d'eux une grande population. Il y a des volcans similaires au Japon et au Kamtchatka. Au Kamtchatka, c'est en Extrême-Orient russe, il n'y a que des ours, des aigles, des saumons. Voilà, donc s'il y a une éruption dangereuse, elle n'est pas dangereuse que pour l'écosystème, mais pas pour des humains, vu qu'il y a très peu de monde qui habite. Alors que la même éruption au Japon, où il y a des millions d'habitants qui sont effectivement concentrés dans des grandes mégapoles, donc voilà, si on prend la conjonction des volcans et des habitants, il y en a une centaine
de potentiellement actifs dans le monde, et dangereux dans le monde. J'en parlais en introduction, le Fuego au Guatemala ou encore le Krakatoa en Indonésie, ce sont des volcans qui étaient surveillés ? Oui, bien sûr. Alors, c'est des volcans que je connais en plus. Alors, le Fuego fait partie des premiers volcans que j'ai visités il y a une quarantaine d'années pour ma thèse. C'est un volcan respectable. Le Fuego, c'est-à-dire le feu, bien sûr, en espagnol. Ça se passe au Guatemala, on parle espagnol là-bas. C'est un volcan, effectivement, quand on monte sur le Fuego, on voit plein de dépôts, de cendres, de blocs. On voit que c'est un volcan explosif, c'est un volcan gris. Il est très souvent actif, d'Alotenango, des petits villages autour, on voit souvent des panaches qui explosent. Donc c'est vrai que ce Fuego, il est surveillé. Il y a des habitations autour, il y a des retombées. Donc effectivement, malheureusement, cette année, il a fait une éruption qui a été prévue en partie, mais pas suffisamment. Il y a eu, ça a été plus important que prévu, donc il y a eu malheureusement des victimes. Donc c'est un problème de diagnostic, une erreur humaine ? Oui, c'est a posteriori, on peut toujours dire que c'est une erreur. C'est vrai que ça l'était pas à l'époque. On fait le maximum, mais c'est vrai qu'à priori, on pense que parfois, ça se passera de telle façon. Il y a des changements. C'est pas une science complètement exacte. Bon, c'est vrai que ça reste, on va dire, à l'échelle de 10 ou 100 morts. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est des 1000 ou 10 000 morts. Quoi. Voilà, chaque vie est bien sûr est respectable. Chaque vie est très précieuse. Mais arriver au risque vraiment 0-0, c'est difficile. C'est bien sûr notre challenge, mais c'est pas gagné. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a deux types de volcans, les explosifs et les volcans effusifs. Déjà, quelles sont leurs différences et surtout les observe-t-on de la même manière ? Oui, alors on va plutôt dire éruption effusive, on va dire rouge à coulée de lave. Éruption explosive grise à projection de cendres. Ils sont différents, ces éruptions sont différentes parce que le magma n'est pas le même. Un magma est plus visqueux et plus riche en gaz, donc il explose, il se fragmente, donc il projette des cendres en altitude, parfois jusqu'à 50 km de hauteur, qui retombent sur parfois un continent. Si au contraire le magma il est fluide, il coule en belles coulées orange, rouge cerise, c'est ce qu'on appelle des éruptions effusives. Alors certains volcans sont toujours effusifs. C'est le cas du Kilauea à Hawaï, du Piton de la Fournaise à La Réunion. Certains sont toujours explosifs, la montagne Pelée aux Antilles, en Martinique, mais certains sont un peu cabotins, comme l'Etna, comme le Vésuve, et ils alternent éruption rouge et éruption grise. D'accord, et on les observe de la même manière ? Alors oui, ce sont les mêmes instruments. Bien sûr, ça ne sera pas la même façon de faire. Il est bien évident qu'un observatoire qui doit être placé face au volcan, on le mettra plus loin pour un volcan explosif que pour un volcan effusif, parce qu'un observatoire doit être assez près pour que le volcan soit observé, et puis qu'on ait des visées pour faire des mesures, mais bien sûr assez loin pour être protégé, pas que les gens qui soient dedans soient menacés. Donc il faut trouver un juste milieu. Donc souvent on cherche une colline en face. La montagne Pelée, c'est le Morne décadé. Morne, ça veut dire colline en créole. Voilà, on cherche un endroit judicieux pour qu'on ait une vue sur le volcan et qu'on ne soit pas exposé. Le Krakatoa en Indonésie, on en revient, c'est un volcan sous-marin. Comment fait-on ? Alors voilà, c'est difficile. C'est un volcan aussi qui a un passé dramatique puisqu'il fait partie des grandes éruptions de l'histoire. En 1883, il explose littéralement. Alors c'est une île en fait, une île dans le détroit de la Sonde. Il explose, il en reste un seul anneau et il fait un tsunami, c'est-à-dire une vague gigantesque, un train de vagues gigantesque qui déferle sur Java et sur Sumatra, faisant 36 000 noyés à l'époque. Donc c'est une des grandes catastrophes de l'histoire. Alors ce volcan a refait parler de lui plus récemment, alors heureusement pas dans les mêmes conditions, mais néanmoins il a également explosé, donc il a perdu la moitié de sa hauteur, c'est plus de 300 mètres, maintenant il fait plus que 120 mètres. Il a bien sûr projeté des matériaux, mais également une partie du volcan a glissé, s'est effondrée, s'est écroulée dans l'océan, et l'océan Indien, et donc ça a emporté, ça a poussé de l'eau qui a fait des trains de vagues qui sont partis. Alors c'était un tsunami plus local qu'en 1883, les vagues moins rapides, mais comme c'était très proche des zones habitées, c'était 50 km, comme ça s'est fait à peu près entre 100 et 200 à l'heure, c'est arrivé en 24 minutes. Donc en 24 minutes, prévenir les gens, c'est quasiment impossible, quoi. En France, il y a de nombreux volcans, mais tous sont dormants en métropole, parce que ce n'est pas le cas en Outre-mer, par exemple, comme vous nous parlez, la Soufrière en Guadeloupe, ou encore le Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion. Quelles sont les mesures qui devront être prises si l'un de ces volcans venait à entrer en éruption ? Alors effectivement, on va dire qu'en France, on a des volcans. Alors ça explique aussi qu'il y a une tradition de volcanologie en France depuis nos prédécesseurs, que ce soit Jean-Étienne Guettard ou Alfred Lacroix. Dans les collectivités d'outre-mer, il y a des volcans effectivement régulièrement en éruption. Alors aux Antilles, ce sont des volcans gris, explosifs, très dangereux. La montagne Pelée a fait une éruption majeure en 1902. Donc c'est des éruptions qui sont très peu fréquentes mais très dangereuses. Donc les volcans sont surveillés quand même quotidiennement, nuit et jour, le jour de Noël aussi, le 1er mai aussi. À La Réunion, au contraire, c'est un volcan qui fait des éruptions parfois plusieurs par an. En ce moment, il en fait 2 à 3 par an. Il en a fait une récemment, il est en cours d'éruption.
Et c'est des éruptions qui sont donc beaucoup plus tranquilles. Et en plus, ça se passe dans un genre de cratère en fer à cheval qu'on appelle la caldeira de l'enclos. Donc souvent, ça canalise les laves. Comme c'est une région inhabitée, ça ne menace pas les gens. Bien sûr, la zone est interdite pour pas que des gens aillent se mettre eux-mêmes en danger. Eh bien, merci beaucoup Jacques-Marie Bardantseff d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes volcanologue et professeur à l'Université de Paris-Sud-Orsay. Vous trouverez toutes les informations concernant le travail de Jacques-Marie Bardantseff ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.